lequel Emmanuel Macron serait en train de vouloir piocher dans cette extrême droite-là, ce qui pourrait expliquer son double discours en ce qui concerne l'Algérie. Est-ce que, en jouant à ce jeu, Emmanuel Macron n'est pas plutôt en train de se tirer une balle dans le pied, si on peut le dire comme ça? Bon, d'abord, il faut comprendre que l'oligarchie politique française, elle est d'accord sur un certain nombre d'éléments. Ça fait consensus. Parce que vous allez voir, par exemple, le discours d'un individu comme M. Zemmour. J'ai été étonné, mais pas assez étonné, mais ça m'a confirmé dans ce que je pense, qu'un monsieur comme M. Jean-Marie Le Pen soit d'accord avec Zemmour, au point de dire qu'il serait prêt à voter pour M. Zemmour. Qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, la France, sentant Macron en ballottage défavorable dans les sondages, mais dans l'opinion aussi populaire française, essaye d'éviter un cauchemar qui pourrait opposer M. Macron à Marine Le Pen. Ça va produire quoi? Ça risque de produire, sortir des urnes, la réalité de la France profonde, qui est raciste. C'est ça qu'ils veulent éviter, pour continuer à donner une image de la France qui n'est pas représentative de l'opinion profonde des Français. Et pour cela, on crée quelqu'un de toute pièce sur M. Zemmour et qui commence à tenir des propos et des paroles qui ne peuvent pas être tenues par quelqu'un qui aspire à diriger. Donc son rôle, c'est de casser l'électorat de Mme Le Pen et d'entraîner une bonne partie, n'est-ce pas, des gens qui auraient eu tendance à reporter leur voix sur la candidature de, et de Mme Le Pen. Comme ça, ils vont ouvrir la voie royale à M. Macron pour pouvoir passer. Entre-temps, on s'arrange pour que les sondages ne fassent pas décoller d'autres voies alternatives. Les Verts sont presque à la traîne. M. Mélenchon, avec cette France, insoumise, pareil. La droite également. De M. De tous les ex de M. Sarkozy, là, elles non plus, les Républicains, ne décollent pas. Donc la menace était Mme Le Pen, donc il fallait liquider ça. À partir de ce moment, donc, M. Macron, il est prêt à tout. Il est prêt à vouloir amadouer l'Algérie en tenant des propos qui tendent à dire que oui, nous reconnaissons la guerre d'Algérie avec ses conséquences, avec les crimes qui ont été commis en Algérie, pour essayer d'amadouer Alger et permettre à Alger de lui ouvrir son espace aérien pour continuer à faire la sale besogne au niveau du Sahel. Premièrement. Deuxièmement, Paris donne aussi du change aux Harkis parce qu'il a besoin de leur voix plus tard. Et dit que oui, les Harkis, c'était une chose, ce sont des gens qui sont battus pour Paris, on les a longtemps oubliés. Il est temps aujourd'hui que la nation puisse être reconnaissante par rapport à leur sacrifice. Alors, sur le même sujet, vous avez deux positions diamétralement opposées. Parce que pour les Algériens, même ceux qui sont descendus dans la rue pour réclamer une démocratie, le mouvement de l'Irak, être Harki pour eux, c'est la pire des choses. Pour eux, les Harkis sont évidemment comme ce que les Français traitaient de collabos. Effectivement. Est-ce que vous comprenez? Dans l'opinion globale algérienne... En gros, ce sont des traîtres. Voilà. Donc, comment Paris peut donc, sur un coup, dire oui, nous avons commis des choses à Alger, en Algérie qui n'étaient pas bonnes, nous le reconnaissons, mais d'un autre côté, célébrer les supplétifs qui leur ont permis de commettre... Voilà le grand écart de M. Macron. Alors là, ce qu'il a oublié, c'est que Alger est très regardant sur cette question-là. C'est la question nationale. Et ces questions-là, dans tous les pays qui ont arraché leur indépendance et leur souveraineté par le biais d'une lutte acharnée, ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas, mon cher Junior. Donc, Macron se retrouve tout gros gens comme derrière, c'est une expression française, au niveau de la diplomatie nationale et internationale. Conséquence, il commence à payer les pots cassés. Parce qu'Alger agit, il rappelle son ambassade, il interdit le survol de son territoire par les avions militaires français. Et là encore, j'ai vu que les officiers, je pense que c'est l'un des ministres de pouvoir malien actuellement, a été reçu par les officiels algériens, je crois, de son homologue algérien. Effectivement. Ça veut dire qu'il y a des types de rapprochements
avec la position malienne aujourd'hui vis-à-vis de Paris, qui sont en train de mettre Paris sérieusement en difficulté. Sa position de mi-figue, mi-raisin au niveau de la question sahraoui, elle aussi ne permet pas aux gens d'avoir une visibilité générale sur ce que veut M. Macron. Eh bien, patient parfait, permettez-moi de vous relancer donc sur la question. Outre les calculs politiques du président Emmanuel Macron, est-ce que la France serait en train de vouloir faire payer d'une certaine manière à l'Algérie son rapprochement avec Bamako? Parce qu'il faut le dire, il y a quelques mois, le ministre algérien des Affaires étrangères a été reçu du côté de Bamako. Il a rencontré d'ailleurs le président Assimi Goïta, ce que la ministre des Armées n'a pas pu faire quand elle était à Bamako. Le président Assimi Goïta, il ne répond pas aux appels du président Emmanuel Macron. Ils sont dans les négociations. Est-ce que d'après vous, hormis le calcul politique que Macron serait en train de faire, la France veut faire payer à l'Algérie d'une certaine manière son rapprochement avec Bamako? La question qu'on peut valablement se poser de savoir, est-ce qu'ils ont les moyens de faire payer quoi que ce soit à l'Algérie aujourd'hui? C'est ça qu'il s'agit. Vous avez appris la crise du gaz, avec les flambées de prix du gaz. Effectivement. L'Algérie est l'un des pays qui produit du gaz. La France a été dans une attitude sur le plan diplomatique assez en décalage avec les réalités diplomatiques avec la Russie. La Russie ne va pas faire pas de blanche, faire de faveur à Paris, et on le voit aujourd'hui. Effectivement. La France, la Russie a commandé des porte-avions, des porte-hélicoptères en réalité. Le contrat était quasiment signé. Parce que Washington était contre, Paris a résilié le contrat. Et on voit comment, alors que la France était déjà elle avait pratiquement validé le contrat pour l'achat par l'Australie des sous-marins, bon, on dit thermique, mais quand même des sous-marins, il a suffi que Washington donne un autre ordre et à la Grande-Bretagne comme allié, comme son principal allié, et à l'Australie, pour que l'Australie se rebiffe. Donc la France se retrouve comme au milieu de nulle part. Elle a-t-elle les capacités, le pouvoir aujourd'hui pour faire une quelconque, j'allais dire, pression sur Alger? Je dis non. Pire encore, les forces armées algériennes et russes, à l'heure où nous parlons, ils sont en plein manœuvre militaire. Les jamais vu. Donc Paris n'a plus la force qu'il avait avant pour exercer quoi que ce soit comme pression sur un pays comme l'Algérie. D'autant plus que, je vous l'avais dit sur ce plateau, la France et l'Algérie avaient des accords économiques, des accords monétaires. Avec la fin de la guerre d'Algérie et des accords de Vienne, tout ça c'est terminé. Donc ils n'ont plus réellement un quelconque moyen de pression sur Alger. Ce ne sont pas les 14 pays dits francophones là, plus les Comores, à qui la France a en face. Non, elle a en face d'elle un pays libre, un pays souverain, un pays digne, qui lui a fait la guerre pour arracher son indépendance, n'est-ce pas, et sa souveraineté. Que peut Paris? Rien du tout. Et plus pire encore. N'oubliez pas que les premières expériences militaires pour obtenir la bombe atomique française sont passées sur le désert algérien. Ce dossier, l'Algérie, pour l'instant, le garde encore souverain. Quand ils vont le déclencher, ça va créer encore de petits problèmes. Le pétrole algérien, les Algériens ont dit, vous n'avez rien ici. C'est bien pour ça qu'ils se sont rabattus principalement au niveau du Cameroun. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y avait un lien de causalité entre l'abandon de l'Algérie et le fait qu'au Cameroun, il fallait tout mater. Oui, parce on avait découvert du pétrole au Cameroun déjà, dès les années 50. Donc, il y a ça. Donc, sans oublier en plus la pression démographique des immigrés algériens en France. Une ville comme Marseille, il faut voir, souvent il y a des matchs France-Algérie. Dans tous les tribunaux, on entend l'hymne national algérien pour les gens qui sont soi-disant des Français. Donc, et le fameux cri viva Algérie. Et tout ça, ça crée des problèmes. Au point où vous avez vu aujourd'hui, Macron dit on va limiter, en fait, le gouvernement, quand il parle de Macron, son gouvernement dit on va limiter, n'est-ce pas, le nombre de visas qu'on va octroyer, d'abord, non seulement à l'Algérie, mais aussi au Maroc et à la Tunisie. Donc, ce pays de Maghreb se dit, de toute façon, nous n'avons pas en face de nous un partenaire. Alors, les gens qui racontent des choses comme M. Zemmour, je pense qu'il y a une case qui lui manque dans son tibia là, parce que c'est la vérité, il oublie que la France a été à la tête d'un empire colonial. Et que c'est grâce justement à la jeunesse de cet empire colonial que la France a pu sortir victorieuse de certaines guerres, dont la récente a été la Seconde Guerre mondiale. C'est grâce au sacrifice et des Algériens, et des Noirs africains, des Malgaches, etc., que Paris aujourd'hui peut avoir le courage de parler.
Parce que c'est eux qui ont libéré la France. C'est eux qui ont fait la guerre. Mais dans le cas d'un pays comme l'Algérie, en réalité des pays de Maghreb un peu, c'est même avant, même dans les troupes napoléoniennes de Napoléon, il y avait des soldats venant de ces contrées-là. On l'oublie assez souvent. Donc, je ne vois pas, il n'y a pas de complexe vis-à-vis de Paris, comme souvent c'est le cas de nos gens ici, au-dessus du Sahara. Je vois encore cette image de l'empereur Bokassa pleurant à chaudes larmes à l'enterrement de De Gaulle. Non, les Algériens n'ont pas ce complexe. C'est dépassé complètement pour eux. Ils visent d'autres choses. Ils ont orienté aujourd'hui leur volonté de nouer des partenariats avec des partenaires variés à travers le monde, sans qu'ils soient là à attendre une quelconque injonction de Paris. C'est ce que nous voulons pour nos peuples. C'est ce que les Kwame Nkrumah, les Lumumba, les Oumniobe, les Sékou Touré, n'est-ce pas, les Hossein Fana ont voulu pour nos peuples. Et Muammar Kadhafi également. Et bon, ils sont venus bien après, les Kadhafi, les Sankara, etc. etc. C'est la même lignée. Ils ont voulu pour le peuple. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes en capacité de parler à tous les acteurs, à tous les partenaires dans le monde entier, au même pied d'égalité, comme le font les Algériens aujourd'hui vis-à-vis de Paris. Et ça, nous pouvons le faire. Tout dépend de nous. Tout dépend de la volonté, justement, tout à l'heure, Pasteur le disait, de nos instances fêtières, de saisir, en fait, le taureau par les cornes. Et c'est pour cela que nous apportons tout notre soutien actuellement au pouvoir en place au niveau du Mali et au pouvoir en place au niveau de la RCA, sans oublier l'Algérie, évidemment, qui, elle, n'a plus ces questions-là. Elle a déjà résolu la question. Donc, la géopolitique mondiale a été de changer, Junior. Les dynamiques, comment dire ça dans les coulisses? Non, pas dans les coulisses, comme des espèces de plaques tectoniques en bas qu'on ne voit pas. Ces dynamiques sont tellement puissantes qu'aujourd'hui, Paris est complètement... Mais quand vous avez écouté le discours des Français à l'ONU, mais face à Biden, c'est les pleurs, comment vous le lâchez comme ça? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Et c'est ça. Et il faut ça. Le mot de coup de fil de M. Biden à Macron, mais c'est célébré à Paris comme si Jésus revenait du paradis, du ciel. Ils sont en transe pratiquement parce qu'ils se sentaient complètement lâchés. Ils ne savaient plus par où donner de la tête. Ils ont essayé d'ameuter toute l'Union européenne autour d'eux pour dire attention, nous voilà, on a des problèmes, notre principal allié nous lâche, notre papa nous jette dehors, etc. etc. Donc, c'est aux Africains de pouvoir tirer les leçons de ce qui est en train de se produire sur le plan mondial. La présence de la Russie, par exemple, en Afrique, on a tort de la voir uniquement sur le prisme d'une Russie qui en a marre des injustices. Non. La Russie est obligée d'attaquer l'Occident sur son maillon faible. Et le maillon faible de l'Occident aujourd'hui, c'est la présence française, de manière impériale, au niveau de l'Afrique du Sud-Sahara. Affaiblir la France, comme la Russie est en train de le faire. N'oubliez pas que la Russie est même en train de signer des accords militaires avec même le Nigeria. Attention. Oui, donc ça va très loin. Ça va très loin. Donc, affaiblir la France, ici, dans ce qui considère comme étant son précaré, ça affaiblit qui? Ça affaiblit l'Occident en réalité. Et faire du monde, non plus un monde unipolaire, mais un monde multipolaire. La Russie ne vient pas en Afrique avec les mêmes intentions que Paris. Elle n'a jamais colonisé l'Afrique. Au contraire, les Russes, dans l'Union soviétique, pendant cette période-là, ont toujours été aux côtés des mouvements de libération africains. Oui. Donc, c'est ça l'histoire. C'est ce type de rapport qu'ils ont vis-à-vis de nous. La France, elle nous considère comme des gens qui ne comprennent rien, comme des demi-singes en réalité, à qui on doit donner des ordres et ils doivent tout simplement les exécuter. C'est ce type de structure mentale que les dirigeants français continuent d'avoir vis-à-vis de nous. Nous avons l'opportunité aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit. On voit tout le monde, on dit le monde est devenu un grand marché. Vous voyez les Turcs qui arrivent. Les Chinois sont là. Même les Sud-Coréens. Les Iraniens sont là. Tout le monde cherche, les Qataris, tout le monde cherche aujourd'hui à avoir se positionner. Je vous raconte une anecdote qui n'a pas fait grand boom. La France a une difficulté économiquement en Afrique subsaharienne. Ils envoient M. Arnaud Montebourg à Rabat pour dire au roi marocain, mais c'est pas possible. Vous êtes en train de tout rafler comme marché au niveau de l'Afrique francophone, mais gardez-nous un peu, qu'est-ce qu'on fait? Le Maroc dit, mais nous aussi on doit survivre. Sinon on ne va pas à la quête de ces marchés-là. Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors que c'est des alliés. Hein? Le Maroc était comme le pont avancé de la présence française au niveau du Sud-Sahara. Mais là, parce que c'était une question de survie.
une question de suivi politique, économique et culturel de l'influence, que vous appelez le soft power, de ces pays-là. Vous voyez que Rabat n'hésite pas à ouvrir ses stades pour des pays comme la Guinée, pour aller jouer des matchs là-bas chez eux, avec toutes les commodités, les hôtels qui sont gratuitement Joe, etc. etc. Ça veut dire ce que ça veut dire. Chacun essaie d'aménager son arrière-cour pour permettre justement que lors des discussions, pour avoir des contrats, que les choses soient facilitées. Donc Paris a longtemps considéré ou bien regardé les Africains comme des bénéfices, des espaces où de toute façon on n'avait qu'à claquer le doigt et les choses avanceraient. Non, le monde a changé. Le monde va très vite. Je suis même convaincu que dans un prochain avenir, ne soyez pas surpris de voir les États-Unis continuer de tailler les coupières à Paris au niveau de notre continent. Parce qu'ils ont un besoin vital de ce que nous avons dans notre sol et dans notre sous-sol. Ils ont un besoin vital de contenir toujours l'Afrique dans l'espace qui est dit de la démocratie, dans l'espace en réalité du capitalisme néolibéral. Donc à partir de ce moment-là, ils ne voient pas d'un bon oeil l'intrusion des pays qui étaient absents presque totalement de notre continent et qui viennent avec des propositions à l'échange. Allez au stade de Japoma. Avec ce que nous avons par exemple au stade de Japoma, vous ne pouvez pas dire que toute coopération avec la Turquie est une mauvaise chose. Ah oui, mais regardez le pont, le deuxième pont sur le Vouré, qui surplombe notre pont. On se pose beaucoup de questions. Surtout quand on sait que ce pont, sa réalisation a été sous-traitée aux Chinois. Donc on dit, ben, quand on regarde les coûts et que les Chinois ont pris peut-être le tiers de ce qui était déclaré, il y a un problème. Et ça, c'est l'euro de Paris. Donc de plus en plus, les gens vont regarder ailleurs. Ils vont regarder vers d'autres partenaires. Ils vont regarder vers d'autres pays qui peuvent les accompagner, les aider à régler des problèmes sécuritaires, des problèmes économiques, des problèmes de leur environnement, de leur société, etc., etc. Mais surtout, qui vont aider les Africains, alors là, par la transmission de la technologie, par la transmission de know-how, par la transmission des connaissances variées et permettre les Africains eux-mêmes, parce que nous sommes assez intelligents, de pouvoir enfin dompter la science et construire l'Afrique avec notre regard, avec notre vision, avec notre propre philosophie. Et je crois que ça, c'est l'horizon vers lequel, qu'on le veuille ou non, l'ensemble des Africains vont foncer bientôt. Quand je parle des pas des peuples, évidemment. Et ça, Paris ne sent pas le vent de boulet qui arrive. Il continue d'avoir une élite qui est complètement larguée, qui continue de voir l'Afrique aujourd'hui avec les yeux des années 40. Avec et les ça, yeux... c'est on terminé. regarde l'Afrique d'aujourd'hui avec les yeux d'hier. Oui, avec les yeux des années 40, des années 30, c'est terminé. Ce n'est plus la même Afrique. Beaucoup de nos enfants qui sont aujourd'hui des diplômés du supérieur n'ont pas fait les écoles, ni à Sorbonne, nous, je ne sais pas, à Paris X et machin. Non, ils ont fait les classes ici. D'autres sont allés dans d'autres pays du monde, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Angleterre, même en Australie. En Russie également. Mais bien évidemment, la grande université Patrice Lumumba, vous vous oubliez, c'est la grande université de Moscou qui a formé des milliers et des milliers d'intellectuels et africains et ceux du tiers-monde. Donc, les gens, ils ont des espérances variées, ils ont des visions variées. Ils ne peuvent plus continuer de comprendre aujourd'hui qu'un pays, un continent qui a plus d'1 milliard d'habitants, continue de recevoir les ordres d'un petit pays qui est en perte de vitesse sur le plan politique, sur la pression diplomatique sur le plan mondial. Et je suis désolé, c'est à Paris de vite revisiter sa position. Sinon, ça ne sera plus le sentiment anti-français.